Bonjour à tous. Je vais nous laisser peut-être 1 ou 2 minutes encore pour laisser aux dernières personnes le temps de se connecter. Bon, je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Je vous remercie tous d'être connectés et si nombreux pour le deuxième webinaire du GPRI. Après le premier webinaire, où on avait fait un petit sondage pour savoir quels étaient les thèmes qui vous intéresseraient le plus. Et ce qui était revenu en force, c'était l'environnement, la gestion de l'environnement, qui est un sujet très vaste. Et du coup, on a décidé d'en faire non pas un, mais 3 webinaires pour séparer vraiment les thématiques. Et donc, on a consacré ce mois de mars pour faire nos 3 webinaires sur les 3 thèmes différents. Euh, on va essayer d'être suffisamment vaste et traiter à peu près tous les sujets, même si c'est difficile à faire en 1 heure et demie. Donc aujourd'hui, on commence par le risque lié à l'air dans les établissements de santé. Et vous avez donc 3 intervenants. Vous avez Monsieur Bouilly de chez CETEP, vous avez le professeur Jean-Christophe Lucet, et puis Emmanuel Vanoli de chez Dassault Systèmes, qui vont un petit peu essayer de faire le tour de la question. Et puis, vous avez la place pour poser des questions. Donc, vous avez un endroit spécifique pour poser des questions à l'écrit. Et puis, si vous souhaitez poser des questions à l'oral, n'hésitez pas à lever la main. Il y aura du temps pour poser un petit peu des questions à la fin de chaque présentation. Voilà, je vais d'emblée passer la main au premier présentateur, donc Monsieur Bouilly, et je demanderai au reste des participants d'éteindre leur webcam et micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui. Donc bon, très bien. Alors je vais commencer. Donc, on va traiter donc de l'air à l'hôpital sous 2 angles. Le premier angle qu'on va traiter, ça va être celui de la distribution aérolique dans une salle d'opération, par exemple, et ensuite sous l'aspect du contrôle d'une salle d'opération. Donc, vous avez aujourd'hui, ça ne marche pas. Voilà. Vous avez aujourd'hui des références normatives qui sont propres au risque de la qualité de l'air finalement dans les salles d'opération. Vous avez la série des 14644. Les 2 plus importantes dans le milieu hospitalier finalement, ça va être la partie 1 et la partie 2. Pourquoi? Parce que la partie 1 va traiter de la classification particulière de l'air. Donc les fameux ISO 5, ISO 7, ISO 8 que vous pouvez retrouver dans la norme finalement qui est dédiée aux établissements de santé concernant les classifications en fonction des risques. Et puis la deuxième norme, la partie 2, qui est importante puisque celle-ci est propre finalement à ce qu'on appelle de l'analyse de risque. En fait, quand on va classifier une salle propre, on va avoir un nombre de points, par exemple, qui va être attribué, 10 points. Et l'analyse de risque va permettre éventuellement de vous dire j'ai un risque particulier dans une zone et je veux augmenter mon nombre de points. Donc l'analyse du risque est très importante pour toute salle propre, à la fois sur le plan des prélèvements particuliers et microbiologiques. Voilà. Vous avez ensuite, en dehors de ces normes 14644, la nouvelle norme, entre guillemets, qui remplace les 14698 concernant l'aérobiocontamination ou la biocontamination de manière générale, qui est la 17141, qui change très peu de choses dans le domaine hospitalier. Le changement se porte plutôt sur les dispositifs médicaux ou l'agroalimentaire, mais relie encore une fois à la 14644-2 sur la façon de l'analyse de risque, c'est-à-dire les prélèvements, où ils doivent être situés, les fréquences des prélèvements au niveau de l'air et des surfaces. Vous avez également une autre norme qui est importante, cette fois-ci dans la distribution aérolique, au moins à connaître, qui est la 16890. On renomme les filtres à air de ventilation générale. Et puis, bien entendu, vous avez la norme de base
entre guillemets, la Bible concernant l'hygiène de l'air et la qualité de l'air dans les établissements de santé, qui est la 90-351, qui est une norme extrêmement importante où tout découle finalement. Alors, une salle propre doit bien entendu garantir une maîtrise, la maîtrise des contaminants, qu'ils soient particulaires ou microbiologiques, la maîtrise des entrées, des flux des personnes et des matières et les règles d'hygiène. Et toute une salle propre, finalement, est là pour limiter toute contamination indésirable vis-à-vis de l'extérieur. Alors, si on prend maintenant le premier aspect, la distribution aérolyse dans une salle propre, eh bien, cette distribution, finalement, elle est la même, quelle que soit la salle propre considérée. Vous avez toujours une centrale de traitement d'air qui va venir chercher de l'air de l'extérieur, qui va venir le souffler par l'intermédiaire de gaines de ventilation et l'apporter dans une salle d'opération. Alors, quand on dit ça, le schéma paraît très, très simple. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, sur l'air extérieur. Un air extérieur, il faut qu'il soit le plus propre possible. On voit bien dans certaines situations, les prises d'air neuf qui apportent donc l'air des centrales de traitement d'air qui vont traiter l'air pour les amener dans les salles d'opération, par exemple, eh bien, ces entrées d'air neuf ne sont pas toujours exemptes de contamination. On prend un exemple, vous avez une sortie d'une Sorbonne de laboratoire en voiture, vous avez l'entrée d'air neuf qui est juste à côté de cette sortie de cette Sorbonne, et vous avez une réadmission finalement des composés gazeux en sortie de la Sorbonne vers la centrale de traitement d'air qui va pouvoir après éventuellement distribuer ces polluants dans les salles. Donc déjà, première chose, quand on parle d'air extérieur, effectivement, c'est en dehors de toute source de pollution et les entrées d'air sont extrêmement importantes. Et il faut être très vigilant d'ailleurs dans la construction de nouveaux bâtiments à ce que ces entrées d'air soient bien décalées de toute sortie d'air qui pourrait venir contaminer cette entrée. Ensuite, la centrale de traitement d'air va être là, elle, pour traiter l'air. On va là sur les propos, on va sur la température, l'hygrométrie, mais vraiment dans le domaine de l'hygiène de l'air, donc par l'intermédiaire de filtration. On va donc souffler cet air qui va arriver dans une salle d'opération, par exemple, avec des zones de risque différentes. Et cet air sera repris, soit complètement extrait à l'extérieur à 100%, soit une partie qui sera recyclée et remélangée avec l'air extérieur. Là peut se poser notamment la problématique des gaz, des anesthésiants, pourquoi pas, puisque vous allez recycler, finalement, reboucler toutes les concentrations gazeuses sur les salles propres pour lesquelles la centrale a été donnée. Alors, une centrale de traitement d'air, elle est soit dédiée uniquement à une salle d'opération, par exemple, soit elle peut distribuer plusieurs salles propres. Alors, dans ce cas de figure, c'est plus compliqué en termes de maintenance, puisque quand vous arrêtez la centrale, forcément, vous arrêtez l'activité de plusieurs salles en même temps. Je parlais d'une centrale de traitement d'air qu'on vient voir tout à l'heure. Vous avez donc un deuxième schéma aérolique qui reprend un peu le premier, le précédent, mais celui-ci paraissait intéressant puisque là, cette fois-ci, on a deux zones. Les circuits aéroliques est bien entendu pour distribuer de l'air dans une salle propre, le reprendre, mais au-delà d'apporter cet air, il est là aussi pour créer ce qu'on appelle une surpression et des transferts d'air d'une salle à une autre. Alors, si on prend la zone X comme une salle d'opération, on peut considérer la zone Y comme un sas d'entrée chirurgien ou malade, où on doit apporter une surpression vis-à-vis de zone X vers zone Y. La description du CTA, c'est un schéma très simplifié, mais qui permet d'avoir finalement un synoptique plutôt généraliste. Forcément, on va prendre donc de l'air extérieur, soit 100% air neuf, soit une partie recyclée comme vu tout à l'heure. Et puis forcément, cet air doit être traité, filtré, pour apporter déjà une qualité d'air la plus optimum possible dans la salle d'opération. Il faut considérer, et ça c'est très important quand on parle de filtration, que 99,9% des particules sont inférieures à 1 micron. Donc quand on parle de filtration ici, eh bien il faut que les filtres soient les plus fins possibles pour arrêter cette concentration extrêmement importante de fines particules dans l'air. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les aérosols atmosphériques sont des aérosols très faibles en termes de diamètre granulométrique. Il faut donc des filtres performants pour pouvoir les arrêter. Juste à titre d'exemple, si vous êtes dans un centre urbain, on est à peu près à 200 millions de particules dans mètre cube supérieur à 0,5 micron pour aboutir finalement à 3500 particules dans une salle d'opération pour les plus soutenus en termes de classification particulière. Donc on voit bien que
Entre le moment où on prend de l'air de l'extérieur et au moment où on l'amène dans une salle d'opération, il faut que les filtres soient extrêmement performants pour pouvoir avoir une qualité d'air souhaitée par rapport notamment à la norme de référence. Alors, il y a deux schémas finalement aéroliques de façon de manière générale, soit effectivement les filtres, ce qu'on appelle la très haute efficacité, les fameux filtres EPA de type H13 ou H14 sont en centrale de traitement d'air. Et à ce moment-là, il va falloir apporter ici, entre le moment où vous avez vos gaines jusque dans la salle, eh bien, il faut que la gaine soit propre, puisque forcément, la qualité de l'air que vous allez faire ici, en début central, eh bien, si votre filtrage 14 est ici, il faut que la gaine soit la plus propre possible pour pas qu'il y ait de recontamination entre le départ de la centrale et la bouche de soufflage, la salle d'opération, sachant que les gaines peuvent être plus ou moins longues en fonction de la situation des centrales de traitement d'air vis-à-vis de vos salles propres. Généralement, quand on a des classes ISO 5, les filtres sont placés dans la salle d'opération elle-même ou dans les locaux sensibles, dans les caissons finalement de filtration H14. Et vous comprenez bien par rapport à mon propos de tout à l'heure de la fraction d'aérosol de 99,9% inférieure à 1 micron, que pour avoir une filtration H14 qui tienne le coup dans le temps, il faut déjà filtrer de façon très importante en amont pour que les filtrages 14 puissent vivre le plus longtemps possible, c'est-à-dire qu'on le change le moins possible. Vous savez très bien que changer des filtrages 14 dans une salle d'opération nécessite d'arrêter cette salle, il faut les changer, les remplacer, c'est un coût, et il faut faire derrière le contrôle de telles étanchéité et intégrité pour être sûr qu'ils sont bien conformes à la mise en place H14. Donc ça veut dire que les centrales de traitement d'air doivent être munies de filtres un peu comme l'extrécité en sélectivité, c'est-à-dire que vous avez en amont de la centrale des filtres de moyenne efficacité qui vont venir finalement protéger les composants de la centrale, mais au bout du bout, au départ de la centrale, il va falloir un filtre soutenu si vous avez un type de filtre type H13 ou H14 en fin de salle d'opération. Alors, le système aérolique maintenant de façon plus large, c'est tiré d'une source expert. Donc là, c'est un exemple de commercial de plafond, mais qu'importe. Donc, on va prendre bien l'entrée d'air neuf ici, qui va être traitée par la centrale de traitement d'air par les filtres adéquats. Vous allez avoir ici des filtres en plafond de type généralement H14 qui vont délivrer, et là c'est un plafond dit unidirectionnel, on verra juste après, qui vont délivrer donc un air ici sur le champ opératoire, avec éventuellement un recyclage sur le plafond lui-même ou un air extrait qui va donc après soit être partie recyclée, soit extrait totalement, donc avec ce qu'on appelle un 100% air neuf. Je parlais donc des flux à l'instant. Vous avez deux types de flux, le flux unidirectionnel et le flux non unidirectionnel. Alors, l'unidirectionnel, eh bien lui, en fait, ce sont des filets d'air qui sont parallèles, quasiment à même vitesse d'éjection, et qui vont permettre d'arroser, entre guillemets, tout le champ opératoire de façon homogène. Le flux non unidirectionnel, eh bien, c'est quand vous avez des salles d'opération, vous avez par exemple 4 ou 5 caissons filtrants, vous n'avez pas de plafond, et finalement, l'éjection de l'air va à un moment donné se mélanger à l'air ambiant. Alors, en fonction du flux et surtout de la classe particulière que vous souhaiteriez obtenir, on mettra des flux différents. Pourquoi? Quand vous avez un flux unidirectionnel, alors vous avez deux types, vertical, horizontal. Alors, on peut retrouver ça d'ailleurs dans des hottes à flux laminaire que vous connaissez. Forcément, quand vous avez un flux laminaire, il va couvrir l'ensemble de la zone opératoire. Et donc, la classe particulière qui sera obtenue sera une classe très faible. Et pour obtenir, par exemple, une classe ISO 5, eh bien, obtenu, la seule technologie qu'on peut avoir, c'est un flux unidirectionnel pour être sûr d'atteindre cet ISO 5 en bout de course. Maintenant, si on veut des classes un peu plus élevées de type ISO 7, ISO 8, si on reprend la norme en fonction des risques, eh bien, le flux turbulent pourra faire l'affaire, mais vous voyez bien qu'on va mélanger l'air d'éjection au niveau des bouches de soufflage par rapport à l'air en ambiance, d'où l'importance, à un moment donné, d'avoir des surfaces extrêmement propres dans la salle d'opération, de maîtriser pardon, les entrées, puisque tout contaminant en dehors du champ opératoire pourra revenir sur le champ opératoire du fait de ce mélange. Et donc, on choisira les flux en fonction de la classe particulière ou du risque, de façon concomitante, qu'on souhaitera. Vous pouvez avoir des flux mixtes, c'est-à-dire un flux à la fois plafond, c'est-à-dire qui vient protéger le champ opératoire ou la zone ultra propre que vous souhaitez, et sur les côtés, avoir des caissons qui amènent également un brassage en dehors. Bon, des flux mixtes, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup.
Alors, si on prend maintenant un schéma de salle d'opération, eh bien, voilà un système finalement pseudo-laminaire. Alors ça, c'est un vieux plafond, mais qui existe encore, où on apporte de l'air propre par jet directionnel. On voit bien qu'on vient taper le champ opératoire avec de l'air propre et qu'effectivement, en dehors de ce champ, on est bien en turbulence. Vous avez derrière, là, on est typiquement en turbulence, c'est-à-dire qu'on va éjecter par une bouche de soufflage, cette fois-ci sur le côté par exemple, qui va venir taper sur le champ opératoire, qui va venir faire un cône de suppression vis-à-vis du champ opératoire. Mais on voit bien qu'en dehors du champ opératoire, on est là aussi en mélange d'air turbulent. Et puis là, vous avez le plafond soufflant qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui dans les hôpitaux, pour obtenir notamment la classe ISO 5, où là, on couvre totalement le champ opératoire et on voit bien qu'on couvre de part et d'autre, sur la zone ultra propre, le champ de flux laminaire. Et là, on est également sur une zone protégée cette fois-ci. Alors là, on est dans le summum de la laminarité, puisqu'on est vraiment, pour le coup, il n'y a aucun risque là d'introduction de contaminants vis-à-vis de l'extérieur. Alors forcément, tous ces flux d'air ou cette aérolique est relié finalement au risque que vous avez et derrière aux objectifs de résultats à atteindre. Là, je fais un petit aparté sur notamment les nouvelles salles d'opération, par exemple, ou locaux sensibles à construire. On est souvent dans les cahiers des charges des hôpitaux, vous êtes souvent dans ce qu'on appelle l'obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on va y mettre le type de motoventilateur, les courroies, le type de mur. Mais finalement, des fois, on oublie ce qu'on appelle l'objectif de résultat. Or, quand vous souhaitez construire une salle, elle doit atteindre un objectif, que ce soit sur le plan particulaire, microbiologique et du taux d'ennouvellement. Donc, je vais décrire là rapidement un petit peu ces exigences qui sont tirées de la norme NFIS 90-351. Et déjà, donc, les classes de risque, comme vous les connaissez, vous avez 3 types de risques. Et c'est en fonction des risques opératoires que vous avez, on va mettre en face un niveau de qualité d'air qui va être adéquat. Si on prend la classe de propreté particulière, on en a 3 aujourd'hui, ISO 5, ISO 7, ISO 8. Il existait une classe avant ISO 6 qui existe toujours, mais aujourd'hui, on parle très peu d'ISO 6 finalement dans le domaine hospitalier. On a vraiment ces 3 classes. Et vous voyez, ces classes sont bien reliées au régime d'écoulement que l'on souhaite. C'est-à-dire un flux directionnel, et bien quand on construit un plafond soufflant, c'est pour atteindre une ISO 5. Si maintenant on veut une ISO 7, une ISO 8, le flux unidirectionnel peut être fait, mais n'est pas obligatoire. On peut très bien obtenir une ISO 7 par flux non unidirectionnel et forcément une ISO 8 encore plus, puisque une ISO 8 est très facile à atteindre. Mais vous voyez, une ISO 7, vous n'êtes pas obligé d'avoir un plafond soufflant. Vous pouvez très bien l'atteindre, en tout cas sur le plan particulier, au niveau d'un flux dit turbulent qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez rapidement également, et ça c'est par rapport aux économies d'énergie, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire de la veille dans vos salles d'opération, c'est-à-dire de savoir ce qu'on appelle une marche dégradée quand la salle est inoccupée et à ce moment-là de la remettre en route de façon optimum au moment de l'opération. Il peut faire d'ailleurs des contrôles de tests qui permettent de savoir au bout de combien de temps, quand la salle est mise en veille, on récupère les propriétés de performance pour opérer en toute sécurité. Donc, j'ai parlé des classes de propreté particulière. Vous avez donc ces fameuses classes qui sont prises dans la 14644-1 que je vais vous présenter tout à l'heure rapidement. Vous avez donc les classes qui sont données en fonction du nombre de particules par mètre cube et en fonction du diamètre granulométrique qu'on va obtenir. Donc, pour avoir une classe ISO 5, il ne faut pas que j'ai plus de 10 200 particules supérieures ou égales à 0,3 microns dans un mètre cube dans la salle d'opération de 3520 pour les 0,5 microns. Donc, c'est à partir de là qu'on va classer. Et on voit bien que plus on descend dans la classe, plus le niveau de propreté exigé est important. Et bien entendu, là aussi, la nature du flux sera très importante parce que tenir une ISO 5 avec un flux turbulent, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment une salle très bien dérouillée d'un point de vue architecture. Donc, le plus simple, c'est de mettre un plafond soufflant. Donc, quand on rentre d'ailleurs dans une salle, soit on voit un plafond soufflant, on attend normalement au moins une classe ISO 5. Ensuite, bien entendu, ce qui vous intéresse souvent, c'est la partie microbiologique, donc les fameux M1, M10, M100. Là encore, ça va être relié au type de flux. Quand vous êtes en risque 4 pour une ISO 5, si vous avez un flux laminaire, l'attendu normal est inférieur à 1, c'est-à-dire aucune présence de micro-organismes. D'avoir un micro-organisme sous un plafond soufflant, alors que le comptage particulaire montre qu'on a 0
à des particules supérieures ou égales à 3 microns, si vous avez des micro-organismes, c'est contradictoire avec ce que donnerait le compteur. Donc, normalement, si votre compteur est à 0 en prélèvement sur au moins des particules supérieures ou égales au diamètre granulométrique 0,3, vous ne devez absolument pas avoir de présence microbiologique dans votre champ opératoire, en tout cas pour tout ce qui est flux unidirectionnel. Et bien entendu, quand on a un flux turbulent, on peut admettre des micro-organismes, c'est pour ça qu'on est en M10, pour ce type de risque, 3 notamment. Ensuite, rapidement, vous avez les cinétiques d'élimination. Les cinétiques d'élimination sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent la capacité finalement d'une salle à rapidement récupérer quand il y a une pollution. C'est-à-dire que j'ai mis une pollution particulière à l'intérieur, au bout de combien de temps, finalement, j'arrive à éliminer 90% de cette pollution. Alors, c'est une donnée qui est extrêmement importante, finalement, qu'on ne prend pas souvent en compte, mais c'est une donnée qui pourrait permettre, par exemple, de donner le temps entre deux opérations. Si votre salle, par exemple, dit qu'il faut 10 minutes pour récupérer la salle, ça veut dire qu'au moins, entre deux opération, il faut laisser au moins reposer la salle pendant 10 minutes pour récupérer finalement la classe particulière qui est voulue et souhaitée. Donc cette cinétique d'élimination est extrêmement importante à faire, à mon avis, de manière routinière, parce qu'elle permet d'avoir la capacité de la salle à bien épurer finalement les contaminants. On pourra en discuter plein, mais là, ce n'est pas le propos, j'ai pas assez de temps, mais justement sur le fait d'avoir du soufflage, de la reprise et ensuite, dernier paramètre important, c'est la pression. Cette pression doit être en cascade vis-à-vis d'une salle propre. Forcément, la salle propre pousse vers le sas pousse vers la circulation et la circulation pousse vers l'extérieur, avec extrêmement important, au moins un delta de 15 pascal. Alors, norme, c'est 15 pascal plus ou moins 5. 10 pascal est trop léger. Il faut au moins pouvoir compenser l'ouverture d'une porte. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand vous ouvrez une porte d'un sas vers une salle d'opération ou du couloir de la circulation vers le sas, à moins avoir au moins 15 pascal, parce que ça permettra au moins, quand vous ouvrez vos salles, ça casse la surpression, mais vous avez quand même ce qu'on appelle un sens de transfert aérolique. Et les 15 pascal sont, à mon sens, une pression minimum au moins à avoir entre deux salles de protection pour permettre justement d'éviter l'entrée de contaminants exogènes. Et puis derrière, eh bien, c'est une salle d'opération où là, vous voyez bien, c'est une nouvelle salle d'opération, généralement, qu'on rencontre un peu partout aujourd'hui. Là, on est ce qu'on appelle dans un flux turbulent. On voit bien les grilles en haut, à droite et à gauche. Vous avez des caissons filtrants, généralement de type H14. Donc là, qui vont venir ventiler votre pièce. Et on voit les reprises au fond, un tiers, deux tiers. Ça, c'est excellent au niveau aérolique. Et donc, on va répartir comme ça sur les côtés, sur les 4 points, normalement, vous avez ces reprises. Et donc, on a bien un soufflage qui va venir se mélanger finalement avec l'air ambiant de la salle d'opération et qui va être évacué sur les côtés en reprise. On voit bien là que forcément, si vous avez un contaminant sur le sialytique, par exemple, d'où l'importance du bionnettoyage, eh bien, vous allez remettre en suspension, pourquoi pas, une moisissure qui pourra se retrouver d'ailleurs dans des prélèvements futurs qu'on fait des contrôles périodiques sur les champs opératoires. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et pas trop rapide dans mon discours, mais maintenant je vais pouvoir vous laisser la main. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup, Monsieur Bouilly. Alors, on a une personne qui a levé la main pour poser une question. Je vais laisser Stéphane. On a Madame Delphine Larcher qui a levé la main. Du coup, je vais vous donner la parole, Madame Larcher. Je peux pas. Je l'écoute. Oui, ça ne marche pas. Il faut que vous activiez votre son, Madame Larcher. Il est coupé chez vous. En attendant, on peut également prendre d'autres questions. Vous n'hésitez pas à l'écrire dans l'onglet questions. Vous pouvez préciser si vous voulez poser vos questions à l'écrit ou à l'oral maintenant. Bon, je crois que… Madame Larcher, vous pouvez activer votre micro.
Alors sinon, on avait une question qui arrivait même avant le début du webinaire. Oui. Donc, c'est une personne qui, lors de la qualification annuelle de sa salle, n'avait pas de cinétique d'élimination des particules. Je reprends juste la question. Et qui demandait un peu quelle pouvait être l'incidence. Alors, c'est pas de répéter, j'ai mal entendu, pardon, dites-moi les... Je reprends juste la question qui a été posée en amont du webinaire. Une personne qui, lors des requalifications annuelles des salles d'opération, donc ISO 5 avec un flux unidirectionnel, les cinétiques de décontamination n'étaient pas réalisées. Donc, il y avait tous les autres paramètres qui étaient faits. Les paramètres nominaux avec la pression différentielle de la température, les paramètres aéroliques avec la laminarité des flux, le taux de passage, le débit d'air neuf et le comptage particulaire sous flux, hors flux. Alors, sur la cinétique d'élimination sous un plafond soufflant, donc unidirectionnel, à la rigueur, j'allais dire, il est moins important que le faire sur un flux turbulent, tout simplement parce que justement, de fait de la caractéristique d'un flux laminaire, tout contaminant dans le filet d'air, finalement, va être évacué tout de suite. C'est-à-dire que les cinétiques que l'on a sur des flux laminaires, ils sont inférieurs à CP5, c'est-à-dire on met généralement 1 minute, voire un peu moins, pour récupérer et c'est la concentration qu'on a émise. Mais ça, c'est dû au flux, parce que vous avez un flux descendant qui va venir chasser finalement, évacuer à l'extérieur du champ opératoire les particules. Donc vous vous trouvez très très vite finalement sur un flux laminaire, la cinétique va extrêmement vite. Donc c'est l'avantage du flux, c'est pour ça qu'on est ISO 5. C'est pour ça qu'on peut opérer de façon critique sur un flux plafond, parce que finalement, vous n'avez pas à la fois d'entrée de contaminant et tout contaminant émis est évacué. Par contre, la cinétique me paraît, moi, très importante à faire quand on est à justement le risque 3 pour l'ISO 7, parce que là, on est en flux turbulent. Et là, ça permet justement de savoir au niveau du champ opératoire comment se comporte l'élimination des particules. Pourquoi? Parce qu'il y a deux notions dans une salle d'opération, dans une salle propre en général. Quand je parle de salle d'opération, d'ailleurs, c'est les salles propres en général. Vous avez ce qu'on appelle l'homogénéité du renouvellement horaire. Je m'explique rapidement. Un taux de renouvellement, c'est un débit soufflage sur un volume. Mais vous pouvez très bien avoir des renouvellements qui soient égaux de salle à salle et pour autant avoir ce qu'on appelle les zones mortes. Et donc la cinétique permet finalement de se détecter si on a une zone morte ou pas. Il y a d'autres moyens, bien entendu, mais en tout cas c'est une première approche qui est plutôt pertinente et ça permet de savoir comme ça au niveau de champ opératoire si finalement la disposition des bouches de soufflage permettent bien de faire une cinétique, donc de pouvoir épurer sur le champ opératoire. Donc la cinétique d'élimination sous ISO 5, j'allais dire, si ce n'est pas fait, pas très grave. Mais par contre, en flux turbulent, moi je le conseille, c'est un bon paramètre, à mon sens, de capacité de la salle. Merci. On a une deuxième question sur l'impact de la reprise d'air en bas ou en hauteur sur la qualité de l'air. Et que penser de l'ISO 7 à travers un plafond soufflant versus un flux turbulent? En fait, sur l'ISO 7, sur un flux, alors l'ISO 7 sur un flux unidirectionnel, forcément vous l'avez, puisque un flux unidirectionnel ou un plafond soufflant, de toute façon, l'objectif c'est d'obtenir une ISO 5. Donc, si vous équipez une salle risque 3, qui est normalement classée ISO 7 selon la norme. Alors après, on peut l'analyse de risque, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la 1444-2, parce que l'analyse de risque est très importante. Vous pourriez très bien, j'exagère un peu, je force le trait, mais avoir une analyse de risque qui vous dit finalement je suis risque 3 selon la norme, mais moi j'estime que mon risque est plus important, donc certes je suis risque 3, donc normalement demandé, attendu ISO 7, mais moi je vais avoir une classe particulière plus performante ISO 5. Donc vous mettez un plafond. Maintenant, si effectivement vous voulez avoir cette type d'analyse, vous pouvez. Maintenant, si c'est l'ISO 7, le plafond n'est pas OK, parce que vous pouvez très bien avoir l'ISO 7 ou avec du flux blanc. D'ailleurs, la plupart, là, vous voyez la photo qui est toujours en écran. Ici, vous avez une ISO 7, même peut-être d'ailleurs une ISO 6. Donc, le flux turbulent permet d'obtenir une ISO 7, d'ailleurs une très belle ISO 7, et ça va dépendre de la disposition des bouches de soufflage. Et en fonction des reprises maintenant, alors ce qu'il faut absolument éviter, et c'est du bon sens, c'est des reprises en plafond. Vous ne pouvez pas souffler par le plafond et reprendre par le plafond. Vous voyez bien, vous avez une reprise qui vient directement reprendre ce qui est soufflé par le plafond. Donc,
pour avoir une reprise qui puisse venir balayer finalement et améliorer la cinétique d'élimination, il faut reprendre généralement en partie basse, ou comme là, c'est-à-dire un tiers, deux tiers, ce qui permet vraiment d'avoir des reprises très bien. Et juste en aparté, c'est très important les reprises. Généralement, dans les salles d'opération, quelquefois, vous avez du mal à avoir des surpressions. Et la tentation des sociétés de maintenance, c'est de couper la reprise. En disant, comme je coupe l'extraction, bah, finalement, le peu de débit que je vais avoir, ça permet d'avoir ma surpression. Mais en coupant la reprise, vous diminuez ce qu'on appelle la cinétique d'élimination que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une bonne, finalement, épuration de contaminants dans une salle, c'est avoir du soufflage et de la reprise. J'espère que j'ai répondu. Alors, on a Madame Cécile Mourland qui, du coup, qui a levé la main. Donc, son micro est ouvert. Je vous laisse la parole, Madame Mourland. Oui, merci. Moi, je voulais savoir sur une qualification annuelle de l'ISO 5, j'ai eu un rapport qui montrait un comptage particulier uniquement à partir des particules au-dessus de 0,5. Il ne donnait pas les particules en dessous, 0,3, 0,2, 0,1, qui pourtant dans la norme sur une ISO 5 donne des chiffres. Donc, est-ce que c'est… Voilà, je voudrais avoir l'avis de… Alors, sans aucun problème. Alors, sur une classe ISO 5, on ne vous donnera pas inférieur à 0,3, tout simplement parce que ça veut dire changer de technologie dans les compteurs optiques de particules. C'est-à-dire qu'on va, pour faire court, on a ce qu'on appelle le seuil minimum de comptage. Donc, les compteurs, généralement aujourd'hui employés, en tout cas dans les salles propres en majorité et dans les établissements de santé, ce sont des compteurs dont le premier diamètre granulométrique est 0,3. Après, c'est une question difficile à répondre parce qu'en fait, la norme, la 14644-1, autorise de faire une classe particulière sur une seule diamètre granulométrique. Donc, par exemple, 0,5. Ce qui est le diamètre le plus utilisé aujourd'hui pour classer les particules. Après, vous pourriez très bien dire, ben moi, finalement, une classe, alors après, c'est un avis personnel, mais en tout cas, d'un point de vue normatif, vous pouvez très bien avoir un rapport d'une classe particulière ISO-SEC que sur le diamètre 0,5, c'est tout à fait recevable et d'un point de vue normatif, c'est conforme. Donc là-dessus, il n'y a pas à discuter. Après, moi, j'ai toujours eu, mais c'est un avis personnel, quand vous êtes bon dans une classe particulière ISO 5, vous êtes bon dans toutes les autres classes, c'est-à-dire 0,3, 0,5, 1 et 5. Et pourquoi moi j'aime bien particulièrement faire des classes particulières sur les 4 diamètres et faire de conformité sur les 4, c'est par exemple les 0,3 finalement, ça pourrait être un indicateur de fuite de votre H14. Comme vous le savez, quand vous changez les filtres H14 dans les salles, normalement, c'est fait derrière un test d'étanchéité et d'intégrité. L'intégrité, c'est pour savoir si votre filtre n'est pas percé, et l'étanchéité, c'est pour savoir s'il est bien monté dans son cadre filtre, s'il n'y a pas de fuite. Mais tout ça peut bouger. Quand vous arrêtez une centrale, vous la démarrez, vous savez ce qu'on appelle les coups vibratoires, et ça peut très bien, à un moment donné, créer des zones de fuite. Et c'est vrai que quand vous avez une salle qui répond bien à 0,5, mais qui répond très mal à 0,3, même si 0,3 comprend le 0,5, ça peut être un indicateur éventuellement de fuite. C'est-à-dire que si le comptage est plus centré sur 0,3 que sur 0,5, 0,5 peut être à 0, par exemple, supérieur ou égal, mais entre 0,3 et 0,5, vous pouvez avoir par exemple 300. Ça peut être une indication des fois d'une zone de fuite. Donc, le faire de 0,3, 0,5, 1 et 5 n'est pas, à mon avis, idiot, parce que ça permet d'avoir une meilleure, peut-être, comment dire. Le contrôle, il a deux notions. Il y a une notion de conformité vis-à-vis de la norme ou de vos critères internes, parce que vous pouvez mettre vos propres critères. Une norme n'est pas une obligation de suivre. Hein, c'est pas repris. La 90-330 n'a pas été repris dans un décret d'arrêté. Donc, c'est une vive indication à suivre. En tout cas, un mode opératoire pour chacun. Mais si vous voulez, il n'y a pas que la conformité. Le contrôle a surtout un but de ce qu'on appelle, pour moi, sur la dérive. L'idée, c'est de dire, vous pouvez très bien être conforme d'année en année, mais par contre, constater une dérive. C'est-à-dire que là où vous êtes à 0, vous en avez 50. Pour autant, vous avez toujours la classe qui est donnée, mais vous voyez bien que votre dérive, elle est là. Ça peut, d'ailleurs, pour les microbiologies, ça peut être pareil. Vous pourriez très bien être M10 avec un peu de 2, puis à un moment, vous êtes à 8. Bon, statistiquement, c'est discutable, mais vous voyez bien, vous augmentez. Donc, le contrôle, quand vous avez 4 diamètres granulométriques, à mon avis, il est plus pertinent, en tout cas, pour constater la dérive. Voilà. Et pour éventuellement, finalement, mettre une action corrective avant même d'avoir la non-conformité. Merci. Juste, du coup, le même appareillage permet de faire le 0,3 ? Oui, alors tous les compteurs optiques du commerce aujourd'hui, c'est 0,3, 0,5, 1,5 ou 1,5,10, en gros. Hein. Voilà. Merci. Je vous en prie.
On va enchaîner du coup avec la deuxième présentation, puis le reste des questions seront répondues à la fin. Donc, ça va être le professeur Jean-Christophe Lucet, à qui je vais passer la main. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur Lucet? On vous entend pas? Ah, attendez. Oui, voilà, il est ouvert maintenant. Oui. C'est bon. Est-ce que voilà, montrer mon écran? Parfait. Voilà. C'est bon? Allez-y. Est-ce que vous l'avez en On l'a en grand, vision, ouais. enfin au diaporama, c'est bien? Oui, c'est bon. Très bien. Bon, écoutez, bonjour à tous. Jean-Christophe Lucet, donc je suis plus en activité, c'est pour ça que j'ai marqué ex et pris. Et je voulais vous parler finalement d'une approche plus, on va dire, clinique. Pardon, attendez. Je vais baisser ça. Voilà, bon, c'est bon. Une approche plus clinique en fait du risque infectieux lié à l'air. Et donc, je vais traiter successivement le bloc opératoire, la réanimation, puis les unités d'hospitalisation conventionnelles. Alors, première chose importante, c'est finalement à quelles sont les situations à risque dans lesquelles on va se poser des questions sur une ventilation particulière. La première, c'est la suppression des barrières immunologiques, que ce soit en réanimation, en oncohématologie ou chez les greffés, où là, on va essayer de protéger les patients de l'air extérieur et puis et donc de mettre les chambres plutôt en surpression. Et de la même façon, la suppression des barrières physiques, notamment au bloc opératoire ou chez les brûlés, où on va avoir les mêmes objectifs. Les zones de préparation des produits sensibles, qui sont une troisième zone importante, environnement maîtrisé. Et puis, on va aussi s'intéresser aux agents infectieux qui ont une transmission aérienne prédominante. Alors, vous le savez, il y a trois principales pathologies, la tuberculose, la rougeole, la varicelle. Bien sûr, on peut discuter de la transmission aérienne prédominante d'un certain nombre d'autres virus, et notamment, on a beaucoup discuté au cours du Covid, et là, notamment en situation épidémique ou pandémique, où là, bien sûr, l'objectif est de réduire l'exposition, en tout cas de mettre les chambres plutôt en dépression pour éviter que ces agents infectieux soient transmis en dehors de la zone où sont ces patients. Alors, en termes de législation, voilà un tableau qui regroupe l'état des lieux de cette législation. Et le premier élément, c'est qu'il n'y a pas de réglementation qui impose un traitement d'air au-delà de ce qu'il y a dans le Code du travail, qui est de, je crois, 60 mètres cubes par heure et par personne, c'est-à-dire qu'un bureau occupé par une seule personne, eh bien, on aura à peu près un volume heure de renouvellement d'air. Ça, c'est ce qu'impose le Code du travail. S'il y a plusieurs personnes, bien sûr, il y a un renouvellement plus important. Et puis, donc, les textes sont extrêmement variés. Monsieur Bouilly en a montré un certain nombre. Il y a des référentiels à côté qui sont applicables en totalité ou en partie et qui ne sont généralement pas spécifiques des milieux hospitaliers, sauf la norme NR 90-351. Alors, les normes, M. Bouilly vous les a présentées, donc je ne vais pas y revenir. Vous rappelez qu'il y a 4 classes de risque et que dans ces classes de risque, il y a un certain nombre de critères d'élimination des particules, de propreté microbiologique, de pression, de régime d'écoulement d'air et de propreté particulière qui définissent ces 4 classes. Alors, on va aller voir les unes après les autres. Et la première, c'est d'abord de s'adresser au bloc opératoire, où la question importante est de savoir si on est en face d'une salle qui requiert un niveau de risque 4. Et donc, vous les voyez marqués ici, la salle d'orthopédie prothétique, de greffe d'organes, ou les salles d'opération des grands brûlés, dans le cas où cette salle est dédiée aux grands brûlés. Et puis, très généralement, les blocs opératoires sont en classe de risque 3, sauf certaines salles, comme les salles d'endoscopie, où là, on peut quasiment ne pas ventiler, pas même en ISO 8, puisque c'est une classe de risque 1. Alors, il y a tout un débat pour l'instant entre les ventilations en ISO 5 ou en ISO 7, pour faire rapidement, donc flux laminaire et plafond soufflant pour l'ISO 5 et flux turbulent pour l'ISO 7. Monsieur Bouilly en a largement parlé. Et donc, il y a un débat pour l'instant pour savoir finalement est-ce que ces deux recommandations de propreté maximale pour l'ISO 5 restent justifiées. Alors, il y a eu pas mal de données récemment récemment ou déjà plus anciennes, qui ont remis en question la pertinence de
ventiler en ISO 5 les chirurgies avec orthopédique prothétique. Et vous voyez ici l'analyse qui a été faite par l'OMS lors de la révision des recommandations sur les prévention des infections du site opératoire, ou que ce soit pour la prothèse totale de hanche ou de genou, en fait, il n'y avait pas de différence de risque infectieux entre le flux laminaire et la ventilation conventionnelle en flux turbulent. Alors, bien sûr, ces études ont des grosses limites. Ce ne sont pas des études prospectives randomisées, ce sont des registres, en fait, notamment des registres dans les pays scandinaves. Mais il faut savoir qu'à côté de la qualification d'un bloc qui est fait hors présence humaine, eh bien, les flux sont troublés par tous les obstacles entre le plafond soufflant ou le flux turbulent et la table opératoire, notamment des cialytiques, tous les mouvements des personnels et les mouvements d'air en particulier, le réchauffement des patients, et puis que ce flux d'air peut être modifié que le flux laminaire peut modifier en fait les refroidissements du patient ou de sa cicatrice. Donc là, il y a des enjeux qui ne sont pas tellement liés à la ventilation elle-même hors présence humaine, mais à la présence du personnel dans le bloc qui modifie en fait les flux laminaires. Alors pour illustrer ce point, vous connaissez tous l'épidémie de Mycobacterium chimérae, qui sont des infections qui sont survenues plusieurs mois ou années après des chirurgies avec ouverture sternale, et donc la survenue d'infections à mycobactéries disséminées chez des patients après chirurgie cardiaque. Et donc, ce qu'a observé l'hôpital de Zurich, quand ils ont décrit les premiers cas, vous voyez ici 6 cas d'infection disséminée, ils ont expérimentalement regardé en fait d'où venaient les Mycobacterium chimérae, et donc ils venaient des générateurs thermiques qui permettent de refroidir ou de réchauffer le circuit de CEC. Et vous voyez ici, la vidéo est toujours visible d'ailleurs sur le site de Emerging Infectious Diseases, et donc on voit que quand on génère en fait un nuage à partir du générateur thermique, et selon l'orientation du générateur thermique, en fait le nuage entre dans le flux laminaire. On était ici dans un système en ISO 5, et on voit donc que contrairement à ce qu'on espère, eh bien là, le flux laminaire, le brouillard généré au niveau du générateur thermique entre dans le champ, et donc les mycobactéries présentes dans le liquide de refroidissement du générateur thermique peuvent entrer et se déposer sur la cicatrice sternale et provoquer des infections. Donc une démonstration que c'est vraiment en présence humaine, hors présence humaine, qu'on voit la qualité de l'air, mais qu'en présence humaine, les choses ne sont pas aussi claires que dans une qualification selon les normes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf pour les flux laminaires depuis ces différents travaux, celui de l'OMS? Vous voyez quelques papiers plus récents en fait qui regardaient selon les flux d'air, selon les bactéries, selon les ISO, un certain nombre de différences, mais pas de choses très nouvelles sur l'état des connaissances entre l'ISO 5 et l'ISO 7. Simplement une étude plus récente qui a été publiée. Et vous voyez donc ici sur de nouveau des PTH, PTG réglés de première intention dans un bloc opératoire où en fait il y avait des salles opératoires en flux laminaire, d'autres en flux turbulent. Et vous voyez que sur une surveillance de 12 mois où les patients étaient placés dans l'une ou l'autre salle, pas au hasard puisque ce n'était pas randomisé, mais en tout cas de nouveau, on ne voit pas de différence de taux d'infection entre le flux laminaire et le flux turbulent. Donc se pose vraiment la question de traitement d'air nécessaire. Et pour illustrer le fait qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent dans la ventilation, je vous montre juste le travail qui avait été coordonné par Gabriel Pirgan dans des salles de chirurgie orthopédique et de chirurgie cardiaque, qui vous montre qu'il y a des très grandes variations de mouvement dans une salle opératoire. Donc chaque histogramme ici représente un service, et vous voyez à droite les mouvements, la distance parcourue dans une salle opératoire pour le même type de geste, et à gauche pour le nombre d'ouvertures de portes, et vous voyez que les ouvertures de portes peuvent varier d'un facteur quasiment 10 en fait, entre ceux où des opérations où les portes ne sont jamais ouvertes et des opérations où les portes sont fréquemment ouvertes, et donc on modifie aussi par ce biais-là l'hydraulique dans la salle opératoire. Bon voilà, j'ai juste une illustration des bonnes ou mauvaises pratiques au bloc opératoire. Et donc, finalement, il y a eu des recommandations à la suite du papier de Bischoff par l'OMS qui disait recommandait de ne pas utiliser des ventilations en flux laminaire. Et puis, la SF2H, en 2015, recommandait de mettre en place un traitement d'air avec flux unidirectionnel en chirurgie orthopédique prothétique, donc une position classique
de prise en compte du risque infectieux dans cette chirurgie, mais qu'en 2018, à la lumière de ce qui a été vu et revu par l'OMS, ça n'est plus recommandé, mais c'est possible de mettre en place. Et donc, vous voyez que la recommandation a un peu évolué vers plus de souplesse sur le choix. Il n'empêche que, pour l'instant, c'est toujours la norme AFNOR 90-351 qui est en usage. Alors, la réanimation maintenant, et donc là, on est maintenant dans un niveau de risque 2, c'est-à-dire qu'on se met en ISO 8 avec la nécessité de pouvoir avoir une surpression et donc un régime de ventilation de l'ordre de 6 volumeurs. Simplement, la question de la ventilation en réanimation n'a pas été vraiment abordée au fond. Et je prends juste ici la conférence de consensus de 2010, SFAR SRLF, qui disait que pour certains patients, vous voyez à gauche les patients à risque aspergillaire, de mettre les chambres en surpression avec 20 volumes de renouvellement d'air par heure, donc plus élevé d'ailleurs que ce qui était recommandé par la norme AFNOR, ou à droite, les patients qui ont un risque de transmission d'agents infectieux, et bien donc de mettre en dépression les chambres de patients et un renouvellement idéal de 12 volumes par heure. Donc, c'était les seules recommandations avant le Covid que j'ai vu en fait passer sur le régime de ventilation en réanimation. Simplement noter ici que bien sûr, une réanimation d'un grand CHU avec de l'activité d'hématologie ou de greffé, eh c'est pas pareil qu'un service de réanimation d'un petit établissement où les patients ne sont pas particulièrement à risque, soit de risque aspergillaire, soit de risque de tuberculose. Alors, bien sûr, le Covid est passé par là, et donc il y a eu en 2021, à la suite en fait des premiers acquis sur le Covid, une discussion sur un rétex Covid pour aider les établissements de santé qui sont en cours de construction de leurs hôpitaux, qui sont en train de mettre des plans, par le Conseil scientifique de l'investissement en santé, qui a fait des recommandations pour justement adapter les soins critiques, soins continus à la situation où on serait en face d'une pandémie de type, en fait, avec un agent infectieux viral à transmission aérienne prédominante. Et vous voyez ce qui est recommandé par le Conseil scientifique, par le rétex Covid, en soins critiques d'avoir 8 à 10 renouvellements d'air, une filtration absolue, une pression positive qui là est marquée à 10 par rapport au couloir, le couloir étant lui-même en surpression par la zone extérieure, et qu'il soit possible de passer en isopression dans les situations où il ne fallait pas laisser la surpression. Et aussi de disposer de chambres SACE pouvant être mises en pression positive ou en pression inférieure. Et puis, dans les secteurs de soins continus, de soins intensifs, vous voyez que le renouvellement d'air recommandé est moins élevé, 6 à 8 volumeurs, mais avec les mêmes possibilités de surpression ou d'éventuellement de passer en isopression. Alors, il y a juste un point important ici qui est comment est-ce qu'on organise les cascades de pression, notamment dans les chambres SACE. Et on voit bien que ce n'est pas forcément très facile de basculer d'un système où les chambres sont en surpression par rapport, enfin en fonction standard, surpression par rapport aux zones de soins et aux couloirs, versus la passage en dépression. Et donc, c'est souvent des situations complexes de bascule de cascade de pression. Si on veut mettre une chambre de patient en dépression, et bien donc là, c'est des choses complexes. Alors, bien sûr, les soins critiques, mais aussi pour les services comme les maladies infectieuses, où il y a en même temps des patients à risque très immunodéprimés et des patients avec des tuberculoses. Et bien là, on va essayer de basculer les pressions. Et donc, c'est des situations pas très faciles à gérer et donc pour lesquelles il faut bien réfléchir au sens, notamment quand on a un SAS, au sens des surpressions et des pressions. Alors, pour les chambres d'hospitalisation conventionnelles, vous voyez, c'est du risque qui est marqué 1. Alors, et quand on prend la norme AFNOR, le risque 1 ne recommande pas de renouvellement d'air. Donc, ça, c'est un premier point important. Dans un hôpital, vous pouvez avoir des chambres d'hospitalisation sans qu'il y ait de renouvellement d'air, en dehors peut-être d'une VMC dans le cabinet de toilette. Et ça, c'est un point important parce que l'habitude a été prise de ventiler en fait ces chambres d'hospitalisation conventionnelle en isopression et avec 2 volumeurs, donc un petit renouvellement d'air. Deuxième élément à prendre en compte, et ça c'est un peu ce que nous a appris le Covid, c'est qu'il y a des règlements ou des réglementations autour de la concentration en CO2. Alors, la concentration en CO2, c'est le reflet en fait du confinement dans une même salle de personnes, puisque quand on respire, on émet du CO2. Et donc vous voyez le règlement sanitaire départemental qui exige en fait pour tout bâtiment, hôpital ou bien un bâtiment autre, un taux de CO2 maximal à 1000 ppm. Alors, ce chiffre est variable d'un département à un autre. Là, le chiffre de 1000, c'est celui de Paris. Et on tolère qu'il y ait jusqu'à 1300 ppm dans ces locaux.
Et puis le Haut Conseil de santé publique, là bien sûr dans le contexte Covid, a fait 2 recommandations, vous voyez en avril 21 et janvier 22, pour tous les établissements recevant du public, d'obtenir un taux maximal de 800 ppm dans les locaux, avec un taux de renouvellement d'air à 4 volumes. Alors voilà juste une petite modélisation ou présentation de ce qui se passe dans une chambre double de 23 mètres carrés avec 4 visiteurs, 6 personnes. Et vous voyez que quand on est sans aucune, on va prendre ici la ligne orange ici, bien, dans ces conditions-là, au bout de 40 minutes, on est déjà à 1300 ppm quand il y a 6 personnes dans la chambre. Et donc, pour obtenir en fait un taux de CO2 qui soit inférieur à 1000, eh bien, il faut que la chambre soit à 3 volumeurs. Alors là, vous voyez qu'il y a 6 personnes dans la chambre. C'est plutôt beaucoup, il y a 4 visiteurs, 2 patients. Mais vous voyez qu'il faut un renouvellement d'air de l'ordre de 3 à 4 volumeurs pour qu'on reste en deçà de 1000 ppm. Alors bien sûr, il y a des pièces qui sont à risque bien plus élevé que dans les chambres de patients. Et là, je pense notamment aux salles de staff, aux salles de détente, aux postes de soins, où il y a souvent une concentration importante de personnes. Et donc, si on veut appliquer cette règle des 800 ppm ou 1000 ppm, il y a des conditions nécessaires de ventilation, enfin de renouvellement d'air dans ces locaux-là. Alors, un des points très importants, c'est que quand on conçoit un nouvel hôpital, il est probablement très important de pouvoir aérer les chambres. Et donc, dans ces nouveaux locaux, pour des raisons d'ailleurs de développement durable et d'économie d'énergie, généralement, on ne peut pas ouvrir les fenêtres des chambres. Et donc, ça, c'est un point important quand on construit un nouvel hôpital, d'essayer d'obtenir que les chambres, que les fenêtres puissent être ouvertes en situation qui justifie une aération plus importante. Quelles sont les recommandations? On a vu les françaises, mais les Américains sont plus précis. En fait, vous voyez donc les recommandations des CDC qui sont de 4 à 6 volumeurs et les recommandations de l'OMS qui sont de 6 à 12 volumeurs dans ces zones d'hospitalisation conventionnelle. Et il y a eu donc, il y a maintenant plusieurs mois, en fait, un groupe qui a été réuni par le Lancet, en fait, qui était un groupe qui a réfléchi aux conséquences de la pandémie Covid et qui donne des recommandations vous voyez, de renouvellement d'air de l'ordre de 4 volumeurs au minimum dans les zones d'hospitalisation conventionnelle. Alors, ce groupe était constitué de tenants du risque aérien prédominant du Covid. Il n'empêche que ça donne une orientation, en fait, dans la situation où nous aurions une pandémie avec un agent infectieux très transmissible par voie aérienne. Et puis, il y a bien sûr la situation des patients à haut risque. Alors, j'ai cité la SMIT, les maladies infectieuses, pneumologie, l'hématologie, et puis les greffés. Donc, certaines pathologies, bien sûr, justifient une chambre en dépression, on les a citées ici, ou en surpression. Et donc, ces patients peuvent se trouver, en fait, dans ces services-là, soit chambre en surpression, soit chambre en dépression. Mais il faut bien reconnaître qu'on a très peu de preuves scientifiques sur l'impact de l'un et de l'autre et que le risque infectieux est extrêmement variable selon le niveau d'immunodépression. Entre un greffé dans le premier mois après la greffe et puis un patient qui revient après plusieurs mois au décours de la greffe, bien sûr, l'immunodépression n'est pas la même et peut-être la nécessité de placer les chambres en dépression est moins importante. Et puis, dernier élément, mais vous le savez bien, qu'il faut faire très attention à un traitement d'air qu'on va considérer comme étant la panacée. Il faut faire l'analogie avec l'ISO 5 au bloc opératoire, mais là, c'est voilà, au dépend de mesures qui sont plus simples et plus efficaces de prévention du risque aspergillaire chez ces patients. Et puis, je ne parlerai pas des systèmes de traitement d'air mobile qui sont peut-être une solution intéressante pour réduire la contamination bactérienne ou plutôt microbiologique dans l'air de chambre de patients à risque. Maintenant, en situation pandémique, une question qui se pose, et donc elle a été vraiment posée au décours du Covid, c'est finalement qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut étendre des chambres ou des unités de soins avec de l'air traité? Et donc, est-ce qu'il faut équiper tout l'hôpital, une partie de l'hôpital, ou bien se contenter de quelques chambres avec un traitement d'air? Et donc, il y a une question importante pour l'ensemble des SMIT, qui soient dans les établissements de santé de référence, nationales, régionales, ou bien qui ne sont pas, des SMIT dans les établissements de santé de référence, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces SMIT? Et puis, avec les tendances du Covid, la question qui se pose, c'est une question de coût-efficacité. Est-ce qu'il faut équiper un hôpital ou une partie d'hôpital avec une ventilation qui est complexe et coûteuse, qu'elle soit dans l'installation ou dans la maintenance, en regard d'un risque de pandémie qu'on sait maintenant très probable, on aura une pandémie qui va revenir dans les prochaines années, mais que le risque est quand même relativement faible et qu'on ne sait pas mesurer. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre sur ce sujet-là. Alors, en conclusion, au bloc opératoire, il est maintenant très peu probable que la ventilation en ISO 5
apparaissent finalement supérieures à la ventilation en ISO 7. Ce sera probablement, il n'y aura pas de bénéfice de 5 par rapport à 7. Et que nous n'aurons pas d'ailleurs d'études de très haut niveau méthodologique, ça veut dire finalement études randomisées entre les patients, qui permettent d'améliorer l'état de connaissance. Donc il faut se contenter de ce qu'on a pour l'instant, et il me semble qu'il faut interroger la pertinence des recommandations actuelles. Elles ont un coût élevé à l'installation. Installer l'ISO 5, ça coûte cher en volume, en coût, en taille de CTA, et bien sûr en termes de maintenance et de dépenses énergétiques. En réanimation, on a vu que les modes de ventilation sont hétérogènes et que les recommandations elles-mêmes sont aussi hétérogènes et donc pas forcément très appliquées. Donc le Covid, je pense, aide à préciser des modalités de ventilation plus homogènes. Donc le premier point, c'est que bien sûr, toutes les réanimations ne sont pas équivalentes en termes de patients pris en charge. Donc il faut prendre en compte la variété des patients selon l'hôpital et selon l'unité. Un renouvellement d'air de l'ordre de 8 volumeurs, plus ou moins 2, paraît adapté. Et puis, la question est de celle de pouvoir inverser les pressions. Et plus le système va être complexe, plus il sera difficile à mettre en œuvre, d'autre part, et à valider en termes de qualité des jeux de pression. Et puis, en hospitalisation conventionnelle, on voit bien qu'un renouvellement d'air minimal est nécessaire et probablement au-delà des 2 volumeurs habituels, avec la possibilité d'ouvrir les fenêtres. Et puis, il y a aussi des questions qui sont importantes là. Il faut savoir qu'au niveau national, il serait peut-être utile qu'on essaye de dimensionner le nombre de chambres, et là, on est maintenant en situation pandémique, avec un traitement d'air complexe qui se fait aux dépens de la simplicité. Je vous remercie et je réponds à vos questions si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, on a une question posée pendant la présentation sur le risque. Pour le bloc opératoire, quelles sont les précautions à prendre en cas d'arrêt inopiné d'une CTA de moins de 24 heures avant d'ouvrir la salle? Et faut-il faire une requalification? Alors, ma réponse est assez simple. Si l'arrêt de la CTA n'est pas justifié par une intervention technique de mise en place de filtres ou de validation des gaines ou de choses comme ça, je ne vois pas de raison en fait de refaire une qualification, d'autant plus que faire une qualification suppose qu'elle soit faite dans des conditions hors présence humaine et généralement avec une société extérieure, et donc vous allez retarder votre activité. Donc je ne vois pas de raison de refaire une qualification dans cette situation-là, dès lors que l'interruption est liée enfin, n'est pas due à une intervention technique. Et d'ailleurs, il y a des recommandations pour que, hors activité de bloc opératoire, la nuit notamment, on puisse baisser en fait la ventilation du bloc opératoire, la passer en ISO 8 pour la remettre en route le matin. Et donc là, à viser développement durable et économie d'énergie. Alors, on a Madame Anne Goulunèche qui a levé la main. Donc, si oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour. Donc, nous, on a un bloc opératoire où finalement, on est en ISO 7 et on fait de la chirurgie prothétique orthopédique. Et finalement, au travers de votre présentation, je me dis que le directeur va être content et que donc l'ISO 5, ça deviendrait plus forcément une obligation, moyennant de respecter autour tout le reste en termes de risque infectieux. Alors, ça, c'est un avis personnel. Je veux dire que vous avez vu que la SF2H a changé en 2018 l'importance ou le niveau de recommandation, passant de recommandé à possible. Pour l'instant, ce qui reste, et ce que le directeur vous dira, c'est que ce qui reste réglementaire, c'est la norme AFNOR. En fait. Et la norme AFNOR nous demande qu'on soit en ISO 5 dans la chirurgie orthopédique prothétique. Voilà, donc je pense qu'il serait intéressant de s'interroger sur le bénéfice de l'ISO 5. Clairement, le l'ISO 5 hors présence humaine fait mieux que l'ISO 7, mais on sait bien qu'il y a tellement de facteurs intercurrents dans les mouvements dans la salle opératoire, les systèmes de réchauffement d'air, en fait, on l'a bien vu pour l'histoire de Bicometherium Chimera, que probablement, ça explique l'absence de bénéfice de l'ISO 5 dans les grandes séries. Donc, ce mouvement-là, si on le fait, il faut qu'il évolue. Ce serait peut-être bien que la Société française d'hygiène hospitalière se saisisse de la question.
D'autant plus que quand on prend la norme AFNOR, on voit qu'il y a une petite, vous verrez, donc, il y a une déclaration liminaire au début du texte qui dit qu'il faut évaluer les recommandations à la lumière de l'évolution des connaissances. Donc là, il me semble que les connaissances ont quand même évolué récemment et il me semblerait intéressant de poser la question, mais vous avez vu ce que recommande l'OMS maintenant, ou ce que ne recommande pas l'OMS. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la dernière présentation. Comme ça, vous pourrez poser vos questions à la suite, dans le temps qui restera. Donc, Monsieur Vanoli, je vous passe la main. Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Super. Écoutez, je suis ravi de présenter aujourd'hui nos travaux de simulation sur la maîtrise de l'environnement. Donc moi, je suis ingénieur chez Dassault Systèmes. Je suis spécialisé en modélisation des fluides et des particules. Et donc aujourd'hui, je vais présenter différentes thématiques sur la maîtrise de l'environnement grâce à la simulation. Alors d'abord un petit récapitulatif sur finalement les différents phénomènes liés à la biocontamination dans l'air. Et si on veut en fait, on va dire anticiper et comprendre les mécanismes de transmission aéroportée, il faut pouvoir en fait mieux comprendre trois phénomènes fondamentaux. Le premier, c'est l'émission de particules contaminées par une personne. Puis ensuite, comment ces particules, une fois émises dans l'air, vont se propager dans un environnement qui va être ventilé et potentiellement partagé par d'autres personnes. Et puis finalement, ces particules qui sont en suspension dans l'air, soit elles sont extraites par les extractions d'air, soit elles se déposent sur les surfaces, et donc comprendre en fait dans quelle mesure elles peuvent contaminer ces surfaces. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de faire des essais en laboratoire. Alors c'est très bien puisqu'on a une bonne façon de mesurer, de comprendre les dynamiques de propagation de ces particules sur un environnement qui est très maîtrisé et souvent assez petit. Mais les limitations sont qu'on n'est pas capable en laboratoire de recombiner ce qui se passe dans un hôpital, donc en réel. Il n'y a pas de ventilation réaliste, il n'y a pas d'architecture. Et à contrario, si on veut faire des essais à l'hôpital, c'est très compliqué à mettre en œuvre puisqu'il faut pouvoir bloquer pendant un certain temps les chambres. Il faut instrumenter ces chambres-là et on ne sait pas toujours très bien comment le faire en réel. Et donc c'est pour ça que la simulation 3D est un bon compromis, puisqu'on utilise chez nous des outils de simulation qui sont, on va dire, validés et utilisés depuis des années dans l'aéronautique. Donc c'est des choses qui sont assez pointues. Et on est capable en fait en simulation non seulement de modéliser une personne et la façon dont elle va respirer ou tousser, on le verra tout à l'heure, mais aussi tout ce qui l'entoure. Donc l'architecture, ici on voit une SSPI à la Pitié. On verra là-dessus tout à l'heure. Donc on a l'environnement architectural, l'aménagement intérieur, la ventilation qui est prise en compte, et on va être capable aussi de faire émettre des aérosols de différentes tailles à nos patients virtuels, de prendre en compte aussi des phénomènes d'émission de chaleur, que ce soit par le corps des personnes ou par des objets, et donc de modéliser l'interaction de tous ces flux pour mieux comprendre ce qui peut se passer et les risques qui peuvent être, on va dire, mis en lumière par ces simulations. Alors, un premier point d'étude qui concerne plutôt l'émission des aérosols. La première étude que je voulais présenter, c'est celle qu'on a faite avec l'hôpital Bichat et le service de Jean-François Timsit en réanimation médicale et infectieuse. À ce moment-là, on est en 2020, juste après la première vague. Et donc, le service de réanimation souhaite pouvoir mieux comprendre comment des patients qui sont dans des chambres en pression négative, ventilés ou non sous OptiFlow ou avec un masque, vont émettre des particules dans des chambres et quelles peuvent être l'exposition au risque pour les soignants. Donc on a une première phase où on va utiliser un mannequin virtuel qu'on voit ici. Donc on modélise en fait assez finement la partie supérieure du système respiratoire avec la trachée, la glotte, la bouche, les dents. Donc c'est très important en fait de modéliser ça de façon fidèle pour bien capter en fait les écoulements d'air. Et on a pu en fait comparer les niveaux de vitesse d'air émis. Donc c'est ce qu'on voit ici. Plus on est rouge, plus on est rapide. C'est une toux qui est très ralentie dans le temps. On a pu comparer en fait ces panaches d'air émis en virtuel avec des vrais essais à l'école polytechnique, ce qui a pu valider en fait cette modélisation. Donc le point de départ était déjà bien modélisé. Et derrière, en fait, ce mannequin virtuel, on peut le mettre dans n'importe quelle situation, notamment le contexte d'une salle de réanimation.
Et si je vous montre déjà une première analyse qui va concerner simplement déjà les écoulements d'air, il y a déjà beaucoup d'informations, c'est assez dense à ce niveau-là. Eh bien, ici, dans cette salle de réanimation, on a un soufflage par le plafond. On est, je crois, avec une dépression d'environ 17 pascal, donc il y a un bon renouvellement d'air autour de 15. L'extraction est située sur la partie supérieure droite de la pièce, donc en plafond. Et on voit déjà des phénomènes qui sont assez intéressants. Le premier, c'est que au niveau du soufflage, on a des ailettes qui sont, on va dire, réparties dans toutes les directions. Et on voit qu'on a un air assez rapide, on est assez rouge, donc on est assez rapide, qui vient lécher le plafond dans toutes les directions. Ça, c'est très bien si on veut rafraîchir toute la pièce. Par contre, on verra que ça a une contrepartie en termes de maîtrise de la propagation des particules. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Le second point, c'est l'effet de la pression négative. Donc là, vous avez un plan de vitesse d'air aussi qui coupe la porte, qui est ici. On a un jour de quelques millimètres. Et donc le différentiel de pression, donc on aspire plus que ce qu'on souffle, on amène le manque de quantité d'air par le couloir et on voit en fait une lame d'air qui se propage assez loin dans la pièce, elle fait plus de la moitié, elle vient créer des courants d'air à assez haute vitesse. D'ailleurs, si vous passez la main dans des chambres pression active, vous sentez bien la lame d'air en fait sous la porte. Ce qui fait qu'au final, autour de notre patient, on a un écoulement qui est assez complexe, pas forcément extrêmement rapide, mais qui va avoir tendance à remonter quasiment à la verticale vers le plafonnier. Et si on regarde maintenant ce qui se passe lorsqu'une personne va tousser, donc là on a fait tousser en fait notre patient une seule fois pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais laisser la vidéo tourner. C'est des particules qui sont centrées autour de 3 micromètres. Et les petits points rouges correspondent à chaque fois qu'une particule va être extraite par le système d'extraction. Donc je laisse un petit peu la vidéo tourner et après je vais la rejouer et la commenter en fait étape par étape. En fait, c'est assez intéressant parce qu'on a plusieurs moments assez clés. Un premier moment qui va durer quelques secondes, qui est l'émission initiale de la toux. On a un panache de particules, de pathogènes qui est assez concentré au niveau du patient. Mais très rapidement, en fait, ce panache ne va pas suivre le jet d'air émis par le patient, mais plutôt la ventilation. On voit qu'il remonte quasiment à la verticale vers le soufflage. Et dès lors qu'il va, on va dire, atteindre le plafond, là, il est dispersé dans toutes les directions. Donc, on perd complètement la maîtrise de la dispersion du panache de particules. On voit aussi que l'extraction, malgré le fait qu'on soit en pression négative et qu'elle soit quand même assez puissante, c'est pas suffisant en fait pour contenir les particules dans le coin supérieur droit de la pièce. La zone d'influence où l'extraction va pouvoir capter des particules spatialement, elle est assez restreinte. Et donc, dès lors qu'on sort de cette zone, on voit que les particules suivent les écoulements d'air, elles vont retourner dans la pièce, descendre par gravité et puis être remises en circulation par la lame d'air. Ce qui fait qu'au final, après une minute, on a extrait à peu près la moitié des particules émises par le patient, ce qui est pas mal. On a un peu plus de 20% de particules qui sont déposées sur différentes surfaces. On verra avec l'étude d'Avicenne tout à l'heure comment aller plus loin. Et on a à peu près un peu moins d'un tiers qui reste en suspension. Donc là, avec Jean-François Timsit, on s'est demandé comment essayer d'améliorer de façon assez pragmatique la situation. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles on pouvait jouer, mais la première qu'on a voulu tester, c'est simplement d'essayer d'orienter le plus possible ces particules vers l'extraction. On voit que dès qu'on arrive sur le plafonnier, on dispatche dans tous les sens, donc on perd un peu le contrôle. Comment on arrive à orienter le plus vite possible ce panache d'aérosol vers l'extraction? Et donc on a testé le fait de simplement tourner un peu le lit en alignant du coup le patient, le soufflage et l'extraction sur une même ligne. Et en faisant ça, en fait, on vient contenir et propager plus vite plus de particules au niveau de l'extraction. Et on voit qu'en fait, au bout d'une minute, on est passé de un peu plus de 50% extrait à un peu moins de 70%. Donc, c'est déjà un impact assez significatif. On a beaucoup moins de particules qui restent dans l'air. Donc, ça, c'était assez intéressant pour une modification qui est assez simple. Et derrière, on a aussi voulu évaluer le bénéfice ou non de mettre un traitement d'air mobile. Donc là, c'est un plasmer, je pense que vous connaissez tous ça, qui a un débit d'à peu près 1000 m3. Donc c'est un traitement d'air qui va aspirer par la face inférieure et qui va souffler par la face supérieure. Donc non seulement ça traite l'air, mais ça peut aussi jouer l'office d'une ventilation en plus. Et on a testé plusieurs positionnements. Le premier positionnement qu'on a testé, qui est certes un peu stupide, mais c'est important de le montrer, on l'a placé sous l'extraction. Donc c'est un peu bête pour deux raisons. La première, c'est qu'on vient gaver l'extraction d'air avec de l'air qui est déjà traité. La deuxième, c'est que comme on va souffler par le plasmer par la partie haute, en fait, on a fait l'effet inverse de ce qu'on cherchait à faire, c'est-à-dire qu'on a poussé des particules dans le coin opposé à l'extraction et on vient créer en fait une sorte de recirculation de boucle, où les particules sont un peu piégées, ce qui fait qu'au bout de une minute, on n'a même pas 20% des particules qui ont pu être extraites, donc on a en fait dégradé la situation, bien qu'on ait rajouté un traitement d'air en plus. Et alors, à contrario, ce qu'on a voulu faire, c'est tester l'inverse. Donc, utiliser toujours ce plasmer comme un peu une ventilation en plus pour guider nos particules vers l'extraction. Et si on fait ça, donc c'est l'animation que vous avez ici, on arrive à plus contenir les particules vers la partie où on a l'extraction.
Donc ça, c'est une bonne chose. On voit qu'au bout d'une minute, on a encore gagné un petit peu par rapport au lit qui était simplement tourné. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en le plaçant en fait finalement en regard de la porte, toutes les particules qui vont être réinjectées par la lame d'air vont arriver en fait sur la partie inférieure du plasmère et c'est là où elles pourront être traitées. Donc on gagne sur tous les tableaux. Seconde étude que je voulais vous présenter, donc là on est avec l'hôpital Saint-Joseph début 2021. Eux ont connu dans leur service de réanimation plusieurs épisodes de contamination aéroportée, et donc ils souhaitent réfléchir à une rénovation de leur réanimation. Et donc ce qu'ils peuvent faire, c'est assez facilement bouger la position des soufflages à extraction. Donc là vous avez ici une vue du dessus du service de réanimation, c'est des blocs de 4 chambres, et en bleu vous avez les soufflages, et en rouge, vous avez les extractions. Donc, il y en a une seule par chambre pour 2 soufflages. Ce sont des ailettes qui sont carrées, concentriques, donc c'est assez standard. Hein. Vous avez sûrement dû voir ça dans vos hôpitaux et vos services respectifs. Et donc, l'idée était de voir déjà qu'est-ce qui se passe en situation normale. Donc là, si vous regardez de très loin, les chambres se ressemblent toutes, hein, elles ont à peu près toutes la même forme. Les positions des extractions semblent être à peu près pareilles, des soufflages aussi. Sauf qu'il y a quelques petites modifications. Et lorsqu'on va regarder un petit peu ce qui se passe en termes de contamination, eh bien, on va voir que ces chambres-là, qui se ressemblent à peu près, les petites variations de taille et de position des soufflages extractions les uns par rapport aux autres ont un impact assez important sur la dynamique de propagation et de décontamination. Donc là, toujours les petits points rouges, ça représente une particule qui est extraite du système de traitement d'air. Et donc, ce qu'on voit, j'ai arrêté la simulation, c'est qu'au bout de 2 minutes, on a des situations qui sont très disparates entre les chambres, bien qu'elles se ressemblent. On a des chambres où on va accumuler beaucoup de particules d'un côté ou de l'autre, des chambres qui semblent plutôt bien fonctionner, des chambres qui sont un peu plus chaotiques. Et ça, c'est directement, hop, je reviens, excusez-moi, dû à finalement l'espacement entre les soufflages et extractions par rapport au patient qui est la source et aussi par rapport aux bouches les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est un point qui est assez important puisque on voit que des petits détails, des petites disparités assez fines, ça peut avoir un impact assez important. Donc quand on a vu ça, on a fait faire des essais par des universitaires de propagation d'aérosols dans ces chambres de réanimation et ils ont retrouvé exactement les mêmes dynamiques d'accumulation d'une chambre par rapport à l'autre. Donc ça nous a rassuré sur le fait que les prédictions étaient pertinentes. Et derrière, en fait, on a travaillé avec les services généraux et les services de réanimation et d'hygiène sur une modification intelligente de la position des bouches. Et donc là, ce qu'on a essayé de faire, donc on ne pouvait pas toucher au niveau de ventilation, on est à pression neutre. Ce qu'on a essayé de faire, c'était simplement de créer des courants d'air intelligents qui ramènent inexorablement les particules et les flux d'air au niveau de l'extraction, pour éviter un petit peu les zones mortes où on vient mettre des particules dans le coin ou potentiellement les faire sortir des chambres. Là, l'idée, c'était de travailler notamment sur les chambres 6 et 9, sur une disposition en triangle, avec une extraction qui serait assez proche du patient, on verra pourquoi tout à l'heure, et puis le triangle qui permettrait en fait théoriquement de créer des boucles de recirculation pour ramener les particules. Et si on fait ça, donc on va plutôt regarder la chambre là et celle-là, on voit que ça marche pas mal en fait. Ça marche pas mal pour plusieurs raisons. Je laisse la vidéo et après je vais la rejouer. Voilà, si je la rejoue, là j'arrête ici, tac. On voit ici, l'extraction elle est assez proche du patient et on voit qu'en fait, assez rapidement, on va capter en fait une grande quantité de particules parce que le panache n'a pas encore explosé, le nuage n'a pas encore explosé, c'est assez concentré. Donc comme l'extraction est bien placée, on arrive à en capter une bonne partie. On a à peu près le même phénomène ici qui est un peu plus lent. Et puis si on regarde cette pièce-là, c'est assez significatif. On voit en fait nos particules qui viennent taper contre le mur et qui recirculent et qui semblent toujours être amenées vers l'extraction. Donc là, en fait, on limite énormément le risque de circulation dans la pièce, le risque de sortie si les portes sont ouvertes, parce qu'on a une ventilation qui est bien pensée pour décontaminer la pièce le plus vite possible, si la source est évidemment le patient. Donc voilà, c'est les travaux qui ont été mis en place par Saint-Joseph assez rapidement. Et derrière, en fait, on peut aller plus loin. Alors, il y a 2 études que je voulais vous montrer aussi. Une qu'on a faite avec la SSPI de la Pitié-Pétrière sur le bâtiment Gaston Cordier. Et donc là, on est juste avant la seconde vague, en octobre 2020. Et donc, les équipes de la Pitié s'attendent à devoir accueillir en fait des patients à la fois Covid et no Covid dans cette SSPI. Et donc, ils pensent dédier, donc c'est le bâtiment qui est en L ici avec 19 lits, ils pensent dédier 2 zones aux personnes Covid+, 4 lits dans la zone polytraumatisée qui est ici, avec une porte qui peut se fermer, et puis 2 lits qui sont dans le coin, là qu'on voit bien ici, qui sont éloignés de 5-6 mètres par rapport aux autres patients, donc a priori, ça devrait être bon. Mais ils nous demandent quand même de faire un test pour voir un petit peu ce qui se passe. On modélise la SSPI, on a beaucoup de soufflages, des soufflages qui sont aussi carrés, donc on voit en fait là les vitesses d'air proches du plafond
qui montrent en fait une propagation d'air en croix. C'est assez caractéristique de ces soufflages-là. Et on a des niveaux de ventilation qui sont assez puissants parce qu'on voit que nos panaches d'air frais se propagent jusqu'à 5-6 mètres jusqu'au mur en face. Donc ça va assez loin en termes de propagation d'air. Ce qui fait qu'au final, pour les 2 patients qui étaient positionnés de ce côté-là du L, si on les fait émettre des particules, comme ils sont à proximité du soufflage, eh ben, en fait, on a un effet qui est assez vicieux puisqu'on a une propagation quasi directe en quelques dizaines de secondes de particules vers nos deux pauvres patients qui sont positionnés ici et aussi sur un poste de travail qui est positionné ici. Donc ça, c'était pas du tout attendu et c'est très compliqué en fait de l'anticiper sans la simulation. Donc là, à partir de là, on a fait deux actions. La première, à très court terme, c'est de travailler en simulation pour trouver une solution à mettre en place sous quelques jours. Donc là, ça a été très vite. Et derrière, en fait, on a pu faire réaliser des essais aussi de comptage particulaire avec une émission d'aérosols au niveau de ces patients-là. Mais plus tard, en fait, c'était au mois de janvier 2021, où en fait les universitaires ont retrouvé exactement les mêmes, on va dire, propagation de particules et puis accumulation au niveau des patients qui étaient ici et puis du poste de travail qui est là. Et donc, comment on a réussi à améliorer la situation? On a travaillé sur plusieurs aspects. Donc là, c'était intéressant parce que c'était une collaboration très étroite entre les services d'hygiène, entre les équipes de la SSPI, les équipes de travaux de la Pitié et aussi un architecte qui nous a un peu conseillé sur des méthodes et des artifices pour changer un peu les flux d'air. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur 3 choses. La première, c'était de casser en fait cette propagation en croix qui nous embêtait parce que on dirigeait directement vers nos patients. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement enlevé les ailettes qu'on a remplacées par, on voit ici, ici et ici, une sorte de boîte. C'est une tôle perforée toute simple qui permet en fait de souffler le même débit d'air à peu près, mais de baisser artificiellement les vitesses dans la pièce en augmentant la surface de soufflage. Donc, on remaîtrise un petit peu la dispersion enfin, entre les différentes zones de la SSPI. On a aussi pu travailler sur un cloisonnement de la zone entre nos 2 patients. Et enfin, on a pu tester le fait de mettre des extractions derrière les patients. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est des photos que j'ai prises après les travaux. Donc, c'est des extractions qui sont connectées à une gaine. Et on a pu mettre en fait cette petite zone soit en légère dépression, soit en légère surpression. On parle de 1 ou 2 pascal, c'est très léger. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en mettant en légère dépression, donc on va aspirer un peu plus que ce qu'on souffle, l'air va rentrer principalement dans la pièce par le jeu sous la porte, mais on va en fait pousser les particules sur le mur où sont situées les extractions. Et donc, on voit qu'ici, si on regarde en fait l'évolution des pourcentages de particules extraites dans le temps à partir de leur émission, la partie bleue, donc c'est la partie avec la dépression, on voit qu'on a extrait à peu près la moitié des particules émises par nos 2 patients en 2 minutes, ce qui est pas mal. Et à contrario, si on se met en légère surpression, on inverse des flux, on va plutôt plaquer les particules au niveau de la porte. Donc on les éloigne des extractions d'air, on augmente aussi le risque de sortie de particules dans le reste de la SSPI. Et là, on voit qu'avec ce petit pascal de différence, on a perdu à peu près 30% d'efficacité en extraction. Donc c'est assez significatif. Et donc les travaux ont été faits en moins d'une semaine et en fait cette installation qui devait être temporaire, elle est restée permanente en fait à la SSPI et elle a même été dérivée dans une maternité, une autre SSPI d'une maternité de la Pitié. Et donc il y a un vrai consensus des équipes sur le fait qu'ils ont une zone sécurisée pour leur travail, pour leurs patients. C'est aussi là où ils font leurs exercices d'entraînement. Ça a été vraiment bien admis et un joli travail d'équipe sur cette affaire-là. Et le dernier point, donc c'est les surfaces contaminées. C'est un peu dense, je sais, mais on va finir par une étude qui est très intéressante qu'on a faite avec les équipes d'Avicenne entre la première et seconde vague, et donc avec Jean Ralzahar. Là, à ce moment-là, en fait, on essaie de voir si on est capable de prédire les surfaces contaminées. Donc, dans la simulation, on peut prédire en fait l'accumulation de particules sur une surface, ce qu'on appelle la hauteur de film. Et donc, le pari qu'on avait pris avec Jean Ral, c'était de se dire probablement que les zones qui vont sortir positives le plus souvent seront les zones où on verra en fait le plus d'accumulation de particules. Donc on simule en fait des chambres de réanimation. Eux avaient fait en fait une campagne de prélèvement assez exhaustive pendant la première vague. Pendant plus d'1 mois, ils avaient prélevé sur 5 points différents des pièces, des chambres, quasiment tous les jours sur un bon nombre de chambres de l'AREA. On avait la ridelle du lit, il y avait une zone masque patient, il y avait une tablette, un pouce-seringue et un scope. Et donc, ils avaient ces résultats de prélèvement positifs ou négatifs via une PCR. Et donc, on simule d'abord les conditions, on va dire, un peu standards. Ils avaient décidé de garder les fenêtres entrouvertes pour
contrer le côté pression négative positive. Et donc on voit en simulation qu'on a une particule qui a tendance à sortir par la fenêtre. On a un dépôt assez important sur le rebord de la fenêtre et sur le sol, mais quasiment rien sur les surfaces où ont été faits les prélèvements. On compare en fait leurs résultats de prélèvement qui sont ici, et on se rend compte en creusant un peu les résultats que parfois pour le même patient, du jour au lendemain, on a tous les prélèvements qui passent de négatif à positif. Donc, ce qui nous paraît un peu étrange parce que c'est les mêmes personnes qui prélèvent, les mêmes techniques de prélèvement, la ventilation n'avait pas changé, donc c'était un petit peu bizarre. Et en fait, on a l'idée de trier par date ces résultats et on s'est rendu compte qu'ils avaient un switch de tout négatif à tout positif pendant les 4 mêmes jours pour toutes les chambres du même côté de l'hôpital. Donc là, c'est hyper intéressant parce que souvent, c'était les mêmes patients, encore une fois, les mêmes techniques. Donc on se dit qu'il y a un phénomène extérieur qui doit intervenir. C'est pas possible d'avoir ce switch si significatif pendant le même laps de temps sur les mêmes chambres du même côté de l'hôpital. Et donc on regarde en fait la météo autour de Bobigny parce que les fenêtres avaient été entrouvertes et on se demande s'il n'y a pas un impact du vent. Et donc on regarde en fait la direction du vent, c'est des petits points violets. Donc on avait un vent en fait avant début avril qui était majoritairement est et qui entre le 2 et le 6 avril va changer et devient plutôt nord-ouest. Et donc on a simulé en fait le vent avant et pendant le switch. Et donc pendant le switch, vous avez un plan de vitesse qui coupe en fait la chambre. On voit le patient en dessous. En fait, le vent a l'angle parfait par rapport à là où est placé le bâtiment à Bobigny pour s'engouffrer par la fenêtre avec ce qui se passe entre début avril. Et donc, en s'engouffrant par la fenêtre, en fait, on vient créer un nouveau courant d'air. On voit l'air qui s'enroule, qui fait des tourbillons dans la pièce. Et ça change énormément la façon dont les particules vont se déposer. Et donc, on passe en fait d'une cartographie où tout se déposait au niveau de la fenêtre et du sol à une cartographie qui est celle qu'on voit ici, avec un dépôt qui devient massif sur les ridelles du lit, sur le pouce-seringue, sur le scope, sur la tablette, ce qui explique en tout cas pour nous et pour les médecins, de façon assez intéressante, pourquoi on aurait ce changement de positivité des prélèvements en surface uniquement dans les chambres du même côté de l'hôpital pour les 4 mêmes jours. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions main levée? Non, du coup, on n'a pas de questions à lever. Donc, on va pouvoir passer aux questions écrites. D'accord. Alors, on a une question pour vous, Monsieur Vanoli. Le taux de particules, donc c'est par rapport au positionnement des plasmères dans les chambres réanimation. Le taux de particules restantes avec le purificateur en position 2 est supérieur à la situation avec le patient à 45 degrés sans purificateur. Comment peut-on conclure au fait que le purificateur a une valeur ajoutée à part l'aspect déposition? Alors en fait, ce que j'ai pas montré dans les slides, c'est les évolutions en fait temporelles d'extraction. On voyait que le résultat à une minute, mais en fait, si on regardait en fait les courbes, la façon dont elles évoluaient dans le temps, avec le plasmère, on avait une pente qui était un peu plus importante, donc on extrayait plus vite, plus longtemps. Et donc, si on avait étiré la simulation pendant 2 minutes, on aurait vu une différence un peu plus significative parce que du coup, on avait une meilleure cinétique de décontamination. Mais effectivement, l'impact n'était pas énorme, mais il était quand même présent. Alors, j'ai une deuxième partie pour vous. Les essais ont été réalisés avec des chambres déjà en dépression. Dans le cas des chambres en isopression, les particules pourraient-elles se retrouver à plus aller dans le couloir suivant le positionnement du purificateur? Oui, c'est possible. C'est possible. Alors, si on a une fenêtre qui est une porte qui est ouverte, c'est encore plus probable. Porte fermée, je pense que dans le cadre de l'AREA, on a quand même un soufflage qui est assez important, donc on a quand même pas mal de mouvements d'air dans la pièce et en règle générale, on risque quand même de limiter la circulation dans le couloir. Il faudrait vraiment une lame d'air qui pousse sous la porte de l'autre côté et avec un plasmère qui va souffler par la partie haute, ça me paraît peu probable. Par contre, effectivement, si on commence à ouvrir les portes, il faut considérer où placer ce plasmère parce que comme il va souffler en fait par la partie supérieure, on peut très bien le faire souffler vers la porte qui s'ouvre. Et donc là, on peut avoir un risque de sortie dans les couloirs, en effet. Merci. Alors, on avait d'autres questions pour les autres intervenants. Pour Monsieur Bouilly.
Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Bouilly. On a une question pour vous. Je vous écoute. On a souvent des problèmes au niveau des pressions. Quelles peuvent être les actions à mettre en place pour pallier à ce problème? Vaste question sur les pressions. En fait, déjà, la pression d'une salle d'opération, elle est due déjà au débit d'air neuf qui est soufflé. Il faut remettre important, c'est-à-dire que quand vous faites une mesure de débit, en fait, il faut savoir si c'est un débit soufflé qui est entièrement air neuf ou une partie qui est recyclée. Donc, quelquefois, vous pouvez avoir deux débits soufflés, par exemple, de 400 mètres cubes dans deux salles d'opération, d'accord, 400 mètres cubes dans l'une, 400 mètres cubes dans l'autre. Pour autant, il y en a une qui va être en surpression, par exemple, de plus 15 pascal, et l'autre qui va être en surpression de plus 5 pascal. Vous dites le débit de soufflage est le même, pourquoi j'ai une surpression inférieure à l'une par rapport à l'autre? Et ce qui peut expliquer ça, c'est la part d'air neuf. C'est-à-dire, ce qui permet de faire la surpression d'une salle propre, c'est le débit d'air neuf qui est induit, qui est soufflé dans une pièce. D'accord? Donc ça déjà, ça peut être l'explication pourquoi il y en a une qui a une perte de pression ou pas par rapport à cette répartition. Après, il y a ce qu'on appelle les taux de fuite. Vous pouvez avoir également un même débit de soufflage, avoir une salle qui a des taux de fuite beaucoup plus importants. Et donc, effectivement, pour gonfler la salle, comme vous avez un taux de fuite important, eh bien, vous avez une surpression qui est plus faible. Et puis après, vous pouvez avoir, alors c'est plus rare, mais éventuellement un débit de soufflage qui est dû tout simplement à un ventilateur qui va varier, c'est-à-dire qui a du mal à avoir un débit constant. Et puis des fois, vous avez comme une centrale de traitement d'air qui distribue plusieurs salles d'opération. Et vous avez un problème de réglage, c'est-à-dire que quand vous ouvrez des portes dans une salle, vous faites tomber éventuellement un soufflage dans l'autre. Mais si vous avez une centrale, en tout cas, qui est unitaire à une salle d'opération, si vous avez un défaut de soufflage, généralement, c'est soit dû au taux de fuite très important, soit justement à la part d'air neuf, s'il y a du recyclage dans le soufflage fait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, je pense que ça va être plutôt clair. On a une question pour professeur Jean-Christophe Lucet qui a été posée. Lorsque pour une salle ISO 5, la cinétique est correcte, l'aérolique est correcte, la microbiologie des surfaces est correcte, et que la microbiologie de l'air à l'entrée, au centre et au fond de la salle est non conforme, flore bactérienne à 18 UFC, quelles sources contaminantes peuvent être recherchées? On vous entend, monsieur Lucet. Donc, si je comprends bien, on a un régime de pression de particules qui sont corrects en ISO 5 et on voit des agents infectieux, enfin la présence de bactéries. C'est ça hein, l'idée, mais c'est généralement, là il s'agit de prélèvement de surface ou de prélèvement d'air en fait? Alors les prélèvements microbiologie des surfaces est correct dans la question qui est posée, donc certainement l'air. Voilà. Alors moi, je n'ai pas vraiment de réponse à donner. Peut-être que M. Bouilly peut mieux répondre que moi, mais je ne vois pas bien de raison pour laquelle on aurait des prélèvements conformes sur tous les aspects, sauf sur les prélèvements aériens. Sauf peut-être imaginer que les sialytiques, enfin que le matériel qui est dans le flux peut éventuellement, lui, être contaminé. Voilà, mais M. Bouilly, c'est ça. Peut-être répondre mieux que moi, je pense, non? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien qui pourrait expliquer d'avoir une contamination, surtout comme ça au milieu, au fond, si la classe ISO 5 est respectée. Encore une fois, une classe ISO 5, on peut vraiment enlever la partie suspecte microbiologique du flux d'air si votre compteur donne 0 à 0,3 microns. Pensez bien que si vous êtes 0 supérieur ou égal à 0,3 microns, hormis d'avoir des bactéries comme des mycoplasmes très petites, autour de 0,18 microns, mais généralement les moisissures, les bactéries sont là d'1 micron. Donc si vous avez 0 à 0,3, d'avoir un prélèvement positif d'air sur un ISO 5, on peut déjà enlever le flux d'air. Effectivement, ce qui pourrait expliquer, c'est cinétique quelquefois qui est mal nettoyé, parce qu'il est un peu haut, et qui quelquefois un peu de poussière déposée dessus, qui vient de retomber éventuellement dans le champ opératoire. Mais sur le flux d'air, si lui il est bon, il n'y a aucune raison normalement. On peut être prédictif d'ailleurs, hein, c'est ça le comptage particulaire. C'est-à-dire que si le comptage particulaire donne qu'on est ISO 5, avec encore une fois 0 obtenu, parce qu'on va obtenir d'ailleurs sous un H14 en flux laminaire, il n'y a aucune raison qu'on puisse détecter derrière une particule, qu'elle soit bactérienne ou mycologique, par mètre cube sur un prélèvement d'air de contamination. Il n'y a pas de logique, si vous voulez. Bon.
On va prendre deux dernières questions rapidement puisqu'il est déjà 14 h. Une question générale, quelle peut être la place des UVC en interventionnel? Les UVC sur quoi? Pour décontaminer les surfaces? Alors, on n'a pas de précision dans la question. Parce que bon, l'UVC, effectivement, est un moyen de désactivation d'un micro-organisme. Généralement, on est sur du 250 nanomètres en termes. Le problème de l'UV, c'est que pour avoir une action microbienne, alors je ne suis pas spécialiste de l'UV, mais pour avoir une action microbienne, il faut deux choses. Un, voir la dose délivrée. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la puissance, et quelquefois la puissance décroît d'ailleurs, souvent. Et puis derrière, il y a une question de distance. C'est-à-dire que pour que l'UV ait une action vis-à-vis d'une surface, d'un micro-organisme, il faut que la distance soit très courte pour pouvoir justement avoir cette puissance délivrée. Donc d'avoir une machine, par exemple, qui distribue, qu'on a pu voir à un moment donné sur TF1, alors peut-être très très bien, il faut le montrer par des études, mais d'avoir un UV qui permet comme ça, qui brille au milieu d'une salle en espérant que l'ensemble de la soirée soit décontaminé, me paraît plutôt, voilà, faudrait le démontrer. Je ne suis pas sûr que l'UVC aujourd'hui, en tout cas sur de longues distances, soit bien le plus pertinent. À mon avis, aujourd'hui, il y a d'autres mécanismes bien éprouvés, comme le nettoyage, la filtration, la disposition, comme ce qui a été montré très justement sur la 3D, la disposition des entrées d'air, des sorties d'air. À mon avis, est bien une meilleure protection que l'UVC sur la désinfection ou la ligne d'activation de micro-organismes. Encore une fois, il faut faire très attention. On mettait beaucoup d'UVC, par exemple, d'UV dans les PSM de pas sécurité micrologique. Je suis un temps, je sais pas pour ceux qui m'écoutent, qui ont des pas sécurité micrologique. À un moment donné, on mettait des UV en espérant que l'UV fasse le job de la décontamination des surfaces. Au final, on s'aperçoit que, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de PSM mis de tube UV. L'UV est effectivement un décontaminant, a un pouvoir d'inactivation, mais dans des restrictions telles d'utilisation que c'est compliqué, à mon avis, de mettre en œuvre sur de grandes surfaces, en tout cas à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Une dernière question, du coup. Quels enseignements, plutôt pour M. Vanoli, quels enseignements on peut tirer au niveau général pour l'installation des bouches de soufflage, d'extraction en réanimation et en hospitalisation conventionnelle, après tout ce qui s'est passé? C'est la question à 100 000 $. C'est une très bonne question et en même temps, c'est très difficile d'y répondre. On a fait quand même beaucoup d'études et on n'a pas de règle absolue qui ressort. Par contre, ce qu'on semble quand même voir assez fortement, c'est que avoir une extraction qui est à proximité du patient, c'est une bonne façon de désaturer très rapidement ce qui pourrait être émis par le patient. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important. Par contre, après, sur les soufflages, on voit là, une très grande diversité de types de bouches, qu'elles soient rondes, qu'elles soient carrées. On a aussi parfois des poutres froides qui ont des influences très, très diverses et variées dans la chambre. Donc, à minima, je pense qu'il y a une réflexion intéressante sur la position de l'extraction par rapport au patient, si on considère que c'est la source. Après, sur le reste, j'ai pas de règle absolue à donner. Par contre, un dernier point peut-être pour finir la question, qui n'est pas forcément sur les bouches, mais ce qu'on voit aussi beaucoup sur les études, parce qu'à chaque fois qu'on fait une étude de simulation, on demande quand même à ce que des mesures de débit soient refaites pour s'assurer que par rapport au plan, on est bien au trait. 99% des cas, on est très loin de ce qui était mis sur les plans. Parfois d'un ordre de grandeur de 10 en termes de débit amoindri par rapport à ce qu'on pensait avoir. Donc il y a aussi, à mon avis, en plus de la réflexion sur les bouches et leur position, il y a un vrai suivi de maintenance qui doit être fait pour s'assurer qu'on a bien les bons niveaux de ventilation qu'on devrait avoir. Effectivement, ça peut être problématique. Merci à tous. Je vais laisser le mot de la fin à Stuti. On n'a pas pu prendre toutes les questions parce qu'il y en avait pas mal. On va essayer de vous répondre par écrit, celles dont on peut vous donner les réponses, et puis on pourra éventuellement les soumettre au présentateur pour qu'il puisse vous répondre ultérieurement. Merci à tous, et puis je te laisse la parole. Oui, moi je vais dire merci aussi, merci à tous les intervenants, merci à l'équipe du GEPRI, Marion, Stéphane, Benjamin, qui ont vraiment beaucoup travaillé pour ce webinaire, mais aussi les deux prochains, puisque vous savez que ça continue pour les autres jeudis du mois de mars. Donc la semaine prochaine, on va parler surface et matériel, sur les décontaminations, sur les produits et les façons de les décontaminer. Et puis le dernier se portera sur l'eau en établissement de santé. Donc j'espère que vous vous joindrez à nous à nouveau
pour les 2 prochains. En tout cas, celui-ci a été enregistré. Il sera diffusé très prochainement. Normalement, premièrement, pour commencer, pour les adhérents SF2H, puisque ce sera sur le site de la SF2H. Et puis, comme pour celui de la certification, au bout de 3 mois, il sera ouvert à tous. Donc, dans l'intervalle, n'hésitez pas à nous suivre déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'on publie pas mal de choses sur les réseaux sociaux. À nous envoyer des mails, à nous rejoindre aussi pour les plus jeunes dans la spécialité. On cherche encore des forces vives pour nous aider. Et puis sinon, on pourra se voir aussi au congrès de la SF2H où on vous prévoit des communications, une soirée, des choses assez sympathiques. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.